Bonjour, bienvenue sur ce Chaos Global. Nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Nous allons vous parler de la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, dans le cadre de cette émission où chaque semaine nous passons en revue l'essentiel de l'actualité, l'important de l'actualité internationale et nationale. On va partir du principe que le remaniement ministériel, la nomination d'un nouveau Premier ministre n'est pas un sujet essentiel. Nous allons vous parler de Syrie, mais aussi d'Ukraine et de Donald Trump. Mais tout de suite, on vous fait les quelques annonces d'usage. On vous rappelle que le Courrier des Stratèges, c'est avant tout un site auquel vous pouvez vous abonner pour 9,90 € par mois. Et que cette vidéo est encadrée par un article, mais nous faisons tous les jours au moins une dizaine d'articles sur les sujets importants, les sujets qui comptent. Vous pouvez d'ailleurs nous signaler les sujets qui comptent sur le fil Telegram, vous voyez l'adresse s'afficher ici. Vous pouvez le rejoindre gratuitement et rejoindre nos 33 000 abonnés pour signaler là aussi les sujets qui comptent, pour vous suivre notre actualité, avoir quelques informations en priorité, quelques informations exclusives. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Patrimoine du Courrier des Stratèges, où on décline les réactions, les anticipations à avoir, notamment à la faillite très prévisible de nos finances publiques pour le début de l'année 2025. Voilà, donc soutenez-nous par ailleurs, nous sommes indépendants financièrement, je le redis, et nous avons évidemment besoin que vous vous abonniez pour nous soutenir. Voilà les quelques points qu'on pouvait faire avant d'aborder tout de suite les sujets internationaux. Moi, je voulais, Edouard, qu'on commence par évoquer l'interview que Donald Trump a donnée, je crois que c'est à ABC, sur son début de mandat, comment il voit les choses. Il a répété qu'il allait mettre en place le renvoi des étrangers en situation irrégulière dans leur pays, en expliquant que ça allait être compliqué à faire, mais qu'il allait commencer dès son arrivée au pouvoir, dès le premier jour. Il a expliqué que dès le premier jour, il allait mettre en place des barrières tarifaires, des barrières douanières pour favoriser les produits américains. Et puis, il a expliqué qu'il aiderait moins l'Ukraine, mais il n'a pas parlé complètement de la résolution du conflit. Et puis, il a aussi dit que si nous, on ne payait pas plus pour notre défense, les États-Unis se retireraient de l'OTAN. Alors, cette phrase, quand même, moi, m'a fasciné, parce que, blague à part, quand même, est-ce qu'on peut imaginer l'OTAN sans les États-Unis ? C'est un petit peu comme l'euro sans l'Allemagne. Quelque chose comme ça, et sans l'Europe. Voilà. Moi, ce qui me frappe chez Donald Trump, c'est le fait qu'il ne change pas. En fait, il dit ce qu'il disait déjà en 2015-2016 quand il s'est lancé. Alors, il a tendance à le dire plus fort. Donc, il parle encore plus violemment des immigrés à renvoyer chez eux. Il veut maintenant des barrières tarifaires à 100% pour ceux qui oseraient utiliser une autre monnaie que le dollar pour commercer. Il dit carrément on se retirera de l'OTAN, alors que jusque-là c'était voilé pendant son premier mandat. Et ça montre bien le paradoxe d'un homme qui à la fois a fait des diagnostics à un moment et leur apporte une réponse, mais il va se retrouver avec des États-Unis qui vont moins bien que quand il les a quittés et qui sont d'autre part indéniablement affaiblis internationalement. Et donc il a tendance à radicaliser ses propos. Alors, donc moi je vais quand même en profiter pour radoter et me faire haïr un peu plus de ceux qui disent « Ah, vous êtes un affreux Jojo ». Sur les barrières protectionnistes, quand même, il y a un tour de passe-passe absolument extraordinaire, parce que d'abord, effectivement, Donald Trump a dit, il est resté un peu incertain sur « Ah mais oui, peut-être que les barrières protectionnistes vont augmenter les prix et donc vont recréer l'inflation que moi, Donald Trump, je prétends combattre ». Alors, je ferai un papier de fond là-dessus, parce qu'il y a des débats. En réalité, ce qui va probablement se passer, c'est que comme le cours du yuan chinois est à la main de la banque centrale chinoise, en fait, ce que font les Chinois, c'est que lorsque Trump crée une barrière tarifaire à 60%, par exemple,
il dévalue le yuan, ce qui permet, c'est la technique Asselineau qui dit, si on fait le Frexit, si on sort de l'Union européenne, eh bien, pour ne pas avoir de problème de compétitivité, eh bien, on dévalue le futur franc français, comme ça, ça permet de vendre moins cher à l'étranger, même si on a des coûts de production plus élevés. Les Chinois font ça. Au passage, donc, je vais remarquer, je vais encore rendre furieux les amateurs d'Asselineau qui s'attardent sur cette chaîne parfois, mais au fond, Asselineau, il a la doctrine économique du Parti communiste chinois, quand même, il faut le dire. On dit qu'il est d'extrême droite, c'est pas du tout. C'est un communiste pur sucre, maoïste. Alors, c'est pour rire. Bon. Sur le fond, les Chinois utilisent la technique Asselineau, c'est-à-dire qu'ils baissent la valeur du yuan pour continuer à vendre, même si leurs produits sont rendus plus chers par les barrières tarifaires. Ce qui fait qu'en réalité, ça équilibre, et la barrière protectionniste de Trump, les experts du commerce international protectionniste disent elle n'aura aucun effet, c'est-à-dire que les Chinois ils vont s'adapter, ils vont baisser le yuan et ils vont continuer à vendre aux Américains massivement. En revanche, et je ne sais pas si tout le monde a bien compris, que la barrière tarifaire c'est un impôt qui est équivalent à la TVA. C'est une TVA pour les produits étrangers. C'est-à-dire que concrètement, quand on met en place une barrière tarifaire, eh bien, l'État collecte une taxe sur chaque achat sur un produit étranger. Et moi, je reste quand même perplexe sur le fait que Trump dise d'un côté je vais baisser les impôts, puisque c'est son discours officiel, et d'ailleurs je vais tout de suite les augmenter en créant une taxe protectionniste. Moi je sais qu'en France il y a plein de gens qui rêvent de la même chose, de faire ce protectionnisme, simplement mécaniquement je ne sais pas si tous les partisans du protectionnisme en France ont bien compris que le protectionnisme en fait c'est une taxe que les consommateurs nationaux payent chaque fois qu'ils achètent un produit étranger. Ce n'est pas les producteurs étrangers qui payent la taxe, c'est le consommateur qui paye la taxe. Donc, moi, penser qu'on défend une économie en taxant plus ceux qui achètent, je suis sceptique. Mais je sais que c'est un point religieux pour beaucoup de gens. Alors, je pense qu'il y a le protectionnisme, en fait, historiquement, il a été utilisé dans des pays qui avaient besoin de construire leur industrie et qui, de fait, barrait les produits étrangers. Quand l'Allemagne a décidé de s'industrialiser, ou quand les États-Unis ont décidé de s'industrialiser, pour barrer les produits britanniques, ils ont mis des taxes très élevées. Donc c'est fait dans un objectif de substitution, en fait, aux importations. Le problème auquel se heurte Trump, c'est qu'il y a une désindustrialisation extrêmement avancée, et d'autre part, dans les domaines où il faudrait se développer, la main-d'œuvre américaine est mal formée. Elle a le même problème que nous avons en France, en Allemagne ou ailleurs. Il faut pour créer de la forte valeur ajoutée et être dans les industries de pointe, il faut des gens extrêmement bien formés. Je l'avais déjà mentionné, je crois, le New York Times a publié cet été une enquête passionnante sur une usine dans l'Arizona ouverte par des capitaux taïwanais pour la fabrication de semi-conducteurs. Or, le problème, c'est que les Taïwanais ne trouvent pas la main-d'œuvre appropriée. Donc, en fait, indépendamment de ce que tu dis, qui est exact, il y a, ou en plus de ce que tu dis, il y a aussi le fait que pour faire une stratégie de substitution aux importations qui pourrait être ciblée dans certains secteurs, et qui pourrait faire du sens du point de vue d'un intérêt stratégique américain, par exemple se remettre à fabriquer des semi-conducteurs, là, il n'y a pas forcément les gens bien formés, sauf à importer des Taïwanais. C'est ce qui se passe dans l'Arizona. Et ça pose une série de sujets, c'est-à-dire que le système éducatif, Trump a dit qu'il allait supprimer le ministère de l'Éducation, c'est peut-être une bonne chose, mais ensuite, comment est-ce qu'on fait ? Enfin une bonne idée. Comment est-ce qu'on fait ? Voilà, après. Et comment est-ce qu'on forme les gens au métier de demain ? Alors, je signale quand même que les Échos, je ferai des papiers de fond cette semaine, je pense, sur ce sujet. Je signale quand même que les Échos soulignent donc que aujourd'hui, qu'il y a une hémorragie d'usines, d'entreprises industrielles européennes qui partent vers les États-Unis, notamment du fait de la politique de subvention dans le cadre de l'Inflation Reduction Act lancé par Biden, qui a décidé de subventionner les entreprises européennes qui s'installent aux États-Unis. Je simplifie l'IRA, l'Inflation Reduction Act, c'est pas que ça, mais en tout cas l'effet c'est celui-là, c'est que un patron
d'usines en Europe, y compris en Allemagne. S'il part aux États-Unis faire des produits verts, c'est-à-dire décarbonés, eh bien, il est subventionné par l'État américain. Et il y a aujourd'hui, il faut en avoir conscience, une poussée, il va y avoir une poussée des plans sociaux en Europe et notamment en France, mais pas que en France, dans l'industrie, du fait de l'attractivité des conditions fiscales et financières aux États-Unis. Ce qui est contraire d'ailleurs au principe de l'OMC, mais qui parle encore de l'OMC de nos jours. Est-ce qu'on peut dire 3 mots du débat, je ne sais pas si tu l'as vu, aux États-Unis, puisque Elon Musk, notamment, milite pour l'abandon d'un projet de nouveau jet de guerre américain et pour le développement d'une industrie du drone sans humain, enfin de la guerre automatique, si j'ose dire. Est-ce que tu as vu ce débat? Est-ce que tu veux nous en dire 3 mots? Musk est un fin observateur, et c'est un grand industriel, et donc il regarde le réel. Donc il a compris, comme d'autres aux États-Unis, mais pas tout le monde, que la guerre d'Ukraine se joue de 2 manières. Elle se joue sur la qualité, la vélocité des missiles qu'on est capable d'envoyer sur l'adversaire, et d'autre part sur les drones. C'est vrai qu'il y a une guerre des drones. D'ailleurs, si les Russes ont pu être surpris au départ, c'est pas tellement par l'armée ukrainienne au sol, c'est pas par des missiles ou par l'armée aérienne, c'est par l'avance que les Ukrainiens indéniablement avaient sur les drones. Et puis les Russes se sont adaptés, et ils ont aujourd'hui, c'est eux qui ont plutôt de l'avance. Mais on en reparlera. Il y a des drones qui ont aidé les rebelles djihadistes en Syrie à effrayer l'armée syrienne dans les premiers jours de l'offensive. Donc la guerre, c'est ça. Et Musk a très bien compris. Et aujourd'hui, il ne sert plus à grand-chose d'investir dans des F-35 ou dans un nouvel avion, pour une bonne raison, c'est que les systèmes de missiles anti-aériens sont devenus absolument redoutables. Et donc Musk plaide pour ça. Évidemment, ça met en cause tout le circuit fermé de financement du Pentagone par le Parlement, par le Congrès américain, et le Pentagone ensuite remplissant les poches de l'industrie de la défense, qui ensuite fait élire les bonnes personnes, qui voteront au Congrès les bonnes subventions. En fait, Musk met le doigt sur la chose centrale, c'est qu'en dépensant 5 à 10 fois plus que la Russie en matière d'armement, les États-Unis sont devenus moins efficaces aujourd'hui que la Russie. Et pas simplement que la Russie, même que la Chine. Donc c'est quelque chose qui soucie les patriotes américains, et je crois que Musk l'est. Concrètement, donc, Trump est venu en Europe, à Paris, insister à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Il a rencontré Zelensky à cette occasion. Donc je le disais tout à l'heure dans l'interview ABC, il a dit on va moins aider l'Ukraine, mais il n'a pas dit on va arrêter l'aide de l'Ukraine. Il a fait un message sur X pour dire il faut que Zelensky négocie un cessez-le-feu. Et Zelensky lui a dit non, pas d'accord. Qu'est-ce qu'on sait de la situation en Ukraine et comment tu sens le règlement du conflit, moi j'ai une idée, que Trump prépare concernant l'Ukraine? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'armée ukrainienne est en retraite sur tous les fronts, que les désertions deviennent massives du côté ukrainien, et que donc la logique de tout ça, c'est effectivement, si rien ne se fait, une victoire russe à l'échéance de quelques mois. Là-dessus, je te coupe, mais on reprécise que donc dans sa communication, Zelensky a soutenu que l'armée ukrainienne avait perdu 45 000 soldats et je crois 400 000 blessés, oui, et que l'armée russe avait eu 600 000 tués. Oui, j'ai chiffre que Trump a repris. Alors c'est une blague, hein, triste blague. Il y a des photos aériennes des cimetières en Ukraine. En fait, pour connaître le vrai chiffre, il faut ajouter un zéro. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement plus près de 500 000 tués ukrainiens. Il y a vraisemblablement un nombre de blessés à peu près équivalent, ce qui est une aberration
dans l'histoire militaire moderne, parce que normalement, il y a un tué pour 3 blessés ou 4, mais là, les conditions sanitaires sont telles que l'armée ukrainienne n'est pas capable en fait de sauver beaucoup de ses blessés. Donc on a moins de blessés et plus de morts. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, les pertes russes, moi je dis à ceux que ça intéresse, il y a un site qui est très anti-Poutine, qui s'appelle Mediazona, qui travaille avec la BBC, qui fait un relevé très systématique de toutes les annonces, faire part de décès, les annonces mortuaires, puis ce sont des russophones qui font ça, qu'on trouve en Russie. Ils arrivent aujourd'hui à un chiffre, on va dire, d'à peu près 70 000 tués qu'ils ont recensés. Ils disent qu'on peut augmenter de 20%, peut-être 30%. On ne trouvera pas plus de 100 000 tués du côté russe, ce qui est déjà énorme, hein, ce qui est déjà gigantesque, en sachant qu'il y a un nombre de blessés aussi qu'il faut avoir en tête, qui est sans doute d'environ 300 000 blessés. Donc c'est une guerre qui laisse des traces des deux côtés. Mais quand Trump reprend le chiffre de Zelensky, il est imprudent. De même dans le post X qu'il a fait l'autre soir, samedi soir, il est imprudent quand il commence à donner des conseils à Poutine sur ce qu'il faudrait faire en Syrie ou ailleurs. Alors ça nous amène à ta question directement. En soi, c'est quand même là aussi une transformation extraordinaire, que des discussions qui pourraient avoir lieu au fond peut-être par téléphone ou aient lieu aujourd'hui de façon unilatérale sur des réseaux sociaux. Enfin, exactement. On vit une époque absolument incroyable. Et que de simples mortels comme toi et moi, nous soyons témoins. On pourrait presque prendre le thé avec Trump pour dire bon, monsieur le Président, vous pensez que... Et alors, moi ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les Russes ont compris que laisser subsister un État ukrainien ou signer un accord trop vite, c'est pas bon pour eux. D'ailleurs, on va reparler de la Syrie. On avait gelé un conflit, et puis le conflit il a recommencé, il n'a pas tourné comme les uns et les autres s'y attendaient. Donc aujourd'hui, l'idée, je pense, que les Russes s'arrêtent bien gentiment et signent un compromis simplement parce que M. Trump est arrivé et que M. Trump est un bon négociateur, c'est indéniable. Mais ça va être plus compliqué. Et moi, je m'attends à une phase beaucoup plus dure, en fait, pendant une transition. C'est-à-dire que Zelensky ne veut pas négocier. Trump va se voir rebuté, parce qu'à un moment, il va prendre la main, il va se voir rebuté par Poutine qui va dire non, je veux que soit traité l'ensemble des questions de sécurité en Europe centrale. Et peut-être même ailleurs. Et peut-être même ailleurs. Et donc, à ce moment-là, Trump va se trouver à devoir faire des concessions. Sauf que s'il fait des concessions fondamentales sur le système de sécurité américain, à ce moment-là, il devient vulnérable dans le débat de politique intérieure. Donc il va être obligé de durcir sa position sur l'Ukraine. Alors il y a une limite à ça, on pourra y revenir, peut-être qu'il faudra faire un chaos global spécial, c'est le tir de missile Oreshnik. Alors, oui, non, mais parlez-nous-en, parce qu'il y en a eu un autre, il y a eu un deuxième tir de missile Oreshnik. Alors, en fait, ce que beaucoup se sont demandé, c'est ce que c'était que ce type de missile. Et est-ce que c'était vraiment un missile hyper véloce ? Nous avons eu un débat d'ailleurs avec un ancien militaire qui nous a remercie de sa participation et qui nous a dit c'est pas un missile hyper véloce, c'est quelque chose d'assez classique. Bon, moi je lis des auteurs qui connaissent bien la littérature militaire russophone et qui disent si c'est bien un missile hyper véloce, et d'ailleurs la meilleure preuve c'est qu'il n'avait pas de charge explosive. Donc on rappelle que l'Oreshnik a frappé une usine à Dniepopetrovsk il y a maintenant quasiment 3 semaines, enfin 15 jours et demi si j'ose dire, et donc il y a eu, en fait c'est purement la vitesse, c'est-à-dire en fait c'est l'effet cinétique qui a pénétré dans le sol à Mach 10-11, d'après ce qu'on sait, et qui a donné aux habitants qui étaient dans les environs l'impression d'un tremblement de terre absolument terrible. Ce faisant, les Russes ont détruit une usine militaire de l'époque soviétique qui était enterrée. Alors au début, les Anglo-Américains ont fait comme si, ouais, même pas peur, de toute façon, puis si Poutine fait ça, c'est qu'il a peur lui-même, etc. Ils ont continué
a envoyé un ou deux tirs de missiles, et puis tout d'un coup ils se sont arrêtés, parce qu'ils ont eu le rapport, parce que les Russes ont menacé à nouveau, parce que... Bon. Et il faut bien comprendre que c'est ce qui va complètement changer les choses et qui peut pousser Trump à négocier plus vite, sachant qu'il veut garder la main au Proche-Orient par ailleurs. On va reparler de la Syrie. Donc tout ça pour dire que moi je m'attends à un raidissement malgré tout de Trump, et puis ensuite, vraisemblablement, un peu avant l'été, une discussion sérieuse, et entre-temps les troupes russes auront bien avancé en Ukraine et donc auront vraisemblablement atteint le Dniepr. Mais j'ai rêvé où Poutine et son entourage ont fait une déclaration la semaine dernière pour annoncer qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas pris au sérieux et qu'ils allaient durcir par l'envoi d'un nouvel Oreshnik. Moi, j'avais compris qu'un deuxième avait été envoyé la semaine dernière. Pour moi, non, mais peut-être que j'ai manqué une information. Pour moi, les Occidentaux continuent à faire une ou deux frappes d'Atacom ou Storm Shadow, et à ce moment-là, les Russes ont menacé d'une deuxième frappe, et c'est à ce moment-là que le Pentagone a dit on arrête les frais, parce que de fait, ça devient très dangereux. Mais on va vérifier l'information. Hein. Mais on est quand même dans une situation de menace d'escalade par la Russie. Oui, alors avec moi une nuance que je fais par rapport à l'analyse de la dissuasion classique, c'est que les Russes ont inventé un niveau antérieur de la dissuasion. Et donc je pense que le raisonnement des Russes, c'est aujourd'hui à quoi bon avoir l'opprobre de faire une frappe nucléaire tactique avec les effets radioactifs, etc., quand nous avons une avance telle dans les missiles hypersoniques que nous pouvons détruire avec un effet dévastateur sans pour autant avoir la radioactivité. Et c'est là que ça se joue. Ce qui se joue en ce moment entre les États-Unis et la Russie, c'est que les États-Unis sont très en retard dans ce domaine-là, et que, donc, pour l'instant, les Russes en profitent, un peu comme entre 1945 et 1949, les Américains étaient les seuls à avoir l'arme atomique. Pour moi, c'est là que ça se joue. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette analyse, mais le seul avantage, on va dire, à cette arme terrible, c'est qu'elle a pu frapper Dniepropetrovsk sans toucher la population aux alentours. C'est une arme extrêmement précise. Zelensky a peur, parce que son bunker peut être atteint du jour au lendemain. D'ailleurs, il demande des garanties de sécurité. On entend, il veut pouvoir émigrer aux États-Unis s'il y a la paix, voilà. Et d'autre part, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les Russes sont déjà capables de faire, là ils ont fait une frappe à 2000 km, d'après ce que j'ai compris, est-ce qu'ils sont capables de faire la même frappe à 10 000 km de chez eux? Et là, ça devient très inquiétant pour les Occidentaux. C'est comme ça que j'interprète la situation. Alors, on va reboucler. Disons 3 mots de la Syrie, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on termine justement en se posant la question de l'unité qu'il y a derrière tout ça. La Syrie, alors, parce que donc, tu es comme moi, en plus on a discuté avec Thierry Messin la semaine dernière, il y a une offensive éclair venue de nulle part qui fait tomber le régime syrien en 8 jours. C'est vrai que Thierry Messin, on en rediscutera avec lui mercredi, Thierry avait dit mais non, mais Bachar peut tenir, et puis finalement on apprend samedi soir que Bachar s'est enfui. Dimanche soir on apprend qu'il est manifestement réfugié en Russie, mais on n'en sait pas beaucoup plus. En 10 jours, un mouvement, on va le redire, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, prend... avec quelques reliquats de Daesh. Avec quelques reliquats de Daesh, s'empare de la Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, premièrement, je crois que sur ce sujet-là, il faut avoir le courage de dire qu'on ne sait pas, il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas encore, qu'on saura peut-être d'ici quelques semaines, ou quelques mois, mais quelques années, mais qu'on ne sait pas encore. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui affirment des choses avec beaucoup de certitude, quitte à se contredire 3 jours après. Moi, je serais prudent. Deuxièmement, ce que j'ai lu de plus intéressant, ou ce que j'ai entendu de plus intéressant, c'est qu'il y avait vraisemblablement au départ un objectif plus limité. C'est-à-dire qu'il semble que Erdogan ait voulu profiter de la situation actuelle, et en particulier de l'affaiblissement d'Israël, j'y insiste, pour s'emparer d'Alep,
et qu'il semble que les Américains se soient dit comment est-ce qu'on peut sauver le soldat Netanyahou, dont je rappelle, parce que ça n'est pas dit, qui est très mal en point après le retrait du Liban, parce qu'il faut rappeler que le Hezbollah, bien qu'ayant été décapité, a quand même résisté, et a résisté autant qu'en 2006. Donc on se trouve dans une situation où Israël est en difficulté, et où la CIA dit au service de renseignement turc, vous déclenchez l'opération qui est prévue, parce que pour la CIA, c'est un moyen de créer un nouveau front. Sauf que personne ne s'attend du tout à ce que ça aille aussi vite. Moi, c'est comme ça que j'interprète la chose. Et effectivement, alors quelqu'un me disait ce matin, la guerre dans le désert, en général, si on arrive à avancer sur la route, sur l'une des seules routes qui existent, ça va très vite. Et de fait, mais ce qui surprend tout le monde, c'est que l'armée syrienne ne s'est pas battue. C'est ça qui s'est passé en fait. On dit même que certains officiers ont quasiment déserté, quoi. Voilà, alors, est-ce que... On dit qu'il y a eu des reprises des combats et que je voyais que il semble que l'armée syrienne, finalement, par endroits, résiste quand même. Par endroits, alors il y a des endroits qui sont loyaux, et d'autres qui ont été loyaux à Assad, et d'autres pas. Quel a été le degré de corruption? Parce qu'après tout, on peut l'imaginer. On oublie qu'en 2003, il y a toute une partie de l'armée irakienne qui n'a pas résisté, tout simplement, parce qu'elle avait été achetée à l'avance par la CIA ou d'autres officines américaines. Mais surtout, là où on a un gros point d'interrogation, c'est sur le comportement réel d'Assad. Parce qu'il y a de plus en plus d'informations qui disent qu'il avait misé énormément sur les pays arabes, qu'il avait misé, tu l'avais dit la semaine dernière, sur les négociations avec l'Union européenne et autres, et que d'une certaine manière... Avec l'Arabie saoudite, semble-t-il. Il aurait refusé d'écouter les Iraniens qui lui disaient il y a quelques mois qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Alors, est-ce que les Iraniens aujourd'hui disent ça pour se dédouaner du fait qu'ils n'ont pas cherché à sauver Assad? De même, on voit beaucoup de communiqués russes qui disent mais nous on ne peut pas défendre Assad s'il ne se défend pas, et c'était ce qui se passait jeudi, vendredi. Toujours est-il que tout le monde est surpris. Moi, mon premier réflexe a été de dire c'est une grosse défaite stratégique pour la Russie et l'Iran, objectivement. Et en réfléchissant un petit peu, c'est là que je dis qu'il faut être prudent, en réfléchissant un petit peu, on peut imaginer surtout que ça soit un peu comme l'Irak l'a été après 2003, que ça soit un endroit qui va être un bourbier pour tous ceux qui s'y sont engagés. Je voyais ce matin que les rebelles djihadistes, là, ils ont dit que leur prochain objectif, c'était libérer la Palestine. Alors, c'est peut-être pas ce qui avait été prévu par les Israéliens quand ils ont soutenu le coup. Donc, est-ce qu'on va avoir un conflit avec les Kurdes, avec les troupes américaines qui sont encore là, avec Israël qui s'installe au sud, avec les djihadistes qui tiennent à peu près un tiers du pays, et d'autre part, le long de la Méditerranée, il semble que les partis alaouistes de l'armée syrienne s'installent pour créer un réduit qui protégera aussi en même temps les habitants chrétiens. Donc on va peut-être vers un conflit très chaotique et peut-être pas aussi catastrophique que ce qu'on avait pensé au premier abord, puisqu'on se disait c'est une victoire de plus d'Israël. Alors, moi je veux quand même insister effectivement sur le conseil de prudence que tu donnes, parce que j'ai lu ce week-end, moins que toi, j'ai lu des annonces extrêmement contradictoires. Par exemple, tu nous dis que les djihadistes annoncent qu'ils veulent libérer la Palestine. Moi, si j'ai bien compris, il y a eu aussi un communiqué officiel disant qu'ils voulaient s'entendre avec Israël et éviter un conflit avec Israël. J'ai lu des théories extrêmement variées sur le destin de la Syrie, la désintégration, le morcellement en 3 parties. Assad avait été descendu par un missile, on a dit un moment. On l'a vu. Et voilà. Donc il y a eu des choses extra. Alors, pour le coup, sur l'affaire Assad, moi, ce que j'observe, c'est qu'hier tombait l'information qu'un avion russe atterrissait en Syrie dans l'après-midi, et manifestement, le soir, Assad était à Moscou, donc il n'est pas impossible que les Israéliens aient cru abattre l'avion d'Assad au sud d'Homs, et que finalement Assad n'était pas dans cet avion. On verra, on le saura un jour. Ah, donc, et effectivement, il faut insister sur le fait que tout fluctue. Est-ce qu'on sait si oui ou non, puisque Netanyahou a déclaré le dimanche matin que
les accords sur la démilitarisation du plateau du Golan étaient caducs et que Israël entrait sur le territoire syrien. Est-ce qu'on sait si cette information-là est vérifiée ou pas et quelle est sa portée, puisque certains ont, à mon avis, effectivement, je te suis hâtivement dit, c'est le plan qui se réalise de l'invasion du bidule du machin. Les Israéliens disent mais non, c'est juste une zone tampon parce qu'on a peur des djihadistes. Est-ce qu'on en sait plus sur ce point? Premièrement, il faut comprendre qu'Israël aurait supplié les Américains de faire quelque chose et d'impliquer plus la Syrie dans la guerre. Parce que l'objectif, c'était ça. C'était pas de renverser Assad. Personne n'imaginait que ça irait aussi vite. Hein. Faut se rappeler que dans l'histoire, il y a des choses qui sont inattendues. Il n'y a pas toujours des complots. Je vais refaire ma leçon de morale. Je sais que plein de gens disent tout est prévu, tout est écrit à l'avance, ils savent tous ce qu'ils font, etc. En réalité, on le redit, en politique, si on a le choix entre l'incompétence et l'intelligence, il faut toujours privilégier l'incompétence comme facteur d'explication. Et là, en fait, il y a du hasard et puis il y a des choix à la con qui sont faits. Et alors, Netanyahou aurait supplié les Américains d'ouvrir un nouveau front dans l'objectif de couper les routes d'approvisionnement du Hezbollah. Et effectivement, il y a une logique à s'installer au sud de la Syrie en espérant arriver à ça, puis pour avoir aussi des positions pour pouvoir dissuader des avions iraniens. Alors ils oseront vraisemblablement moins avec les avions russes, c'est là qu'il y a une ambiguïté, on ne sait pas ce que va être l'attitude de la Russie. Il semble que la Russie ait négocié avec la Turquie, qu'elle faisait ce qu'elle voulait dans le pays, mais que les bases russes ne devaient pas être touchées. On va voir là aussi si ces choses-là tiennent. Toujours est-il que les Israéliens avaient comme objectif de neutraliser le Hezbollah et que là ils se retrouvent devant une situation inattendue où ils ont effectivement non plus des chiites mais des sunnites, et des sunnites dont le moins qu'on puisse dire c'est que même s'ils ont été repeints en couleur modérée, même si Al-Jalouni a mis un uniforme à la Zelensky, ça il faut reconnaître que c'est quand même extraordinaire. Peut-être qu'il a eu des prix auprès voilà. de Zelensky. C'est quand même extraordinaire le relookage de l'ancien, parce qu'il est passé par Daesh, lui. Hein. Il faut quand même se rendre compte. Et moi, donc, il faut redire que ce Al-Jalouni était déclaré, enfin, que le mouvement qu'il conduit est encore aujourd'hui considéré comme terroriste par l'ONU, et que le gars, sa tête était mise à prix par la CIA. 10 millions de dollars, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, le gars, je voulais qu'on aborde ce sujet, le gars est un terroriste islamiste patenté. On en profite pour faire un petit coucou à tous ceux qui nous ont parlé de conflit des civilisations et puis qui là se rendent compte que la Turquie, Israël et les États-Unis abattent Bachar el-Assad. Est-ce que Al-Jalouni, son mouvement HTS, a-t-il été soutenu par les États-Unis ou pas? Alors, en ce moment, oui. Il n'y a aucun doute sur le fait que les États-Unis sont derrière l'opération. Il y a un certain nombre d'éléments convergents et il y a, pour finir, le faux étonnement de l'administration Biden qui dit alors on a vu que, etc. Mais en fait, non. L'opération, elle est faite pour sauver le soldat Netanyahou, qui est mal en point. C'est ça qui se passe. On redira que donc HTS faisait partie du front Al-Nusra. Oui. Dont Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, avait dit qu'il faisait du bon boulot. Oui, bien sûr. Et donc la question, on en profite, c'est est-ce que le terrorisme islamiste est une invention? Alors, je ne veux pas dire que tous les musulmans sont des gentils, mais est-ce que le terrorisme islamiste est un produit industrialisé de l'Occident pour, d'une façon ou d'une autre, justifier plein de choses, des guerres, des interventions à l'étranger, un soutien aveugle à Israël, des mesures d'ordre intérieur, de sécurité intérieure pour aggraver l'état policier? Est-ce que le terrorisme islamiste est une fabrique de l'Occident, une forgerie de l'Occident? Alors là, en tout cas, sur l'origine de Daesh, il y a des bons spécialistes qui ont au moins posé la question que tu poses. Moi, je pense que le meilleur spécialiste du terrorisme, c'est Jacques Beau.
C'est lui qu'il faut lire. Les livres qu'il a publiés il y a quelques années, il en a publié 3 de mémoire, sur la question du terrorisme. Et on voit très bien les ambiguïtés, en tout cas l'instrumentalisation de mouvements qui sont souvent nés de la réaction à la guerre d'Irak. En fait, c'est ça qui est compliqué. Mais ensuite, les Américains et les Israéliens et d'autres, et les Turcs, il ne faut pas l'oublier, ont réussi à instrumentaliser un certain nombre de ces mouvements. Je rappelle que la notion d'État profond, elle a d'abord été imaginée, même si le terme n'était pas utilisé, en Turquie, à l'époque de Mustafa Kemal, puisque Kemal, en fait, a mis en place, derrière les apparences d'une république démocratique, il a mis en place un gouvernement des militaires qui prenait les vraies décisions. Et aujourd'hui, on sait très bien que les services de renseignement turcs sont, eux, du côté de l'OTAN, quoi que dise Erdogan. Donc Erdogan, il s'est dit, je vais prendre Alep, mais ce dont je parlais sur l'impulsion donnée par la CIA, ça a été un feu vert d'abord donné aux services de renseignement turcs en disant, vous déclenchez l'opération qui est prévue. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est sourcé, c'est documenté. Oui, je ferai des articles dans la semaine pour expliquer et pour dire quelles sont mes sources pour affirmer ça. Alors ensuite, que ça ait dépassé tous les acteurs, y compris la Turquie, qui se retrouve devant quelque chose de compliqué. Puis il va y avoir un moment aussi où tous ces acteurs-là, ils ont certes abattu Assad, enfin ils l'ont chassé du pouvoir, mais ils vont se retrouver, les Kurdes, les Turcs, les Israéliens au sud, les Américains, ils vont se retrouver devant une situation compliquée, avec des Russes et des Iraniens qui sont en observation. Les Russes semblent garder leur base, et surtout sur la base navale sur la côte. Les Iraniens... Moi j'ai lu que les bateaux étaient partis, qu'ils avaient retiré leur flotte. On a dit qu'ils sont sortis en mer, mais moi je n'ai pas vu qu'ils étaient complètement partis. Si vraiment la Russie abandonne cette position-là, c'est quand même, à ce moment-là, c'est une vraie défaite stratégique. J'ai aussi lu que la base aérienne russe qui est au sud de Latakia était en gros en train d'être vidée, et que les Russes l'abandonnaient. Mais je l'ai lu, je ne peux pas dire que c'est vrai, je ne suis pas en train de dire que c'est vrai, ça fait partie des hypothèses. Moi j'ai lu d'autres informations ce matin qui disaient soyez prudents sur ces choses-là, et j'ai parlé à un ou deux spécialistes ce week-end qui ont dit très honnêtement, c'est-à-dire quand on est un vrai spécialiste, je pense, de la région, on est surpris, on ne s'attendait pas à ça. Deuxièmement, ça va trop vite pour qu'il n'y ait pas eu une concertation à un moment entre la Russie et la Turquie. Parce que la Turquie, vu les investissements russes en Turquie, ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Même si on sait qu'Erdogan a peu de scrupules souvent. Mais malgré tout, si c'est un affrontement avec Poutine comme ça, c'est quand même un peu dangereux pour la Turquie. Donc il semblerait qu'il y ait des accords sur le fait qu'on ne touche pas aux bases russes. Mais on vérifiera ces informations. De toute façon, en plus, on est dans cette affaire prête vraiment au changement d'arbitrage, c'est-à-dire qu'une information peut être vraie le matin, démentie l'après-midi, parce que finalement il y a eu un changement dans la donne. C'est ce phénomène auquel on doit s'attendre. C'est-à-dire que moi j'ai lu partout que les instructions qui avaient été données au mouvement HTS pour ne pas effrayer la population, que HTS avait lancé des mots d'ordre de n'envahissez pas les lieux publics, les institutions, etc. Puis finalement le palais d'Assad a été pillé. Si j'ai bien compris, la banque centrale de Syrie a été elle-même pillée. Et donc on voit bien qu'il y a de la confusion. C'est le propre du bordel des révolutions. Voilà, de fait, c'est une révolution. J'ai une question, évidemment, qui me trotte à l'esprit. C'est est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, et Thierry Messant le disait mercredi dernier, vous pouvez retrouver sa vidéo, son entretien sur la chaîne que vous regardez en ce moment même, Thierry Messant disait, mais en fait, les rebelles djihadistes sont aidés par l'Ukraine, qui paraît-il a apporté des drones, notamment. Et la façon de s'en servir. Ils ont enseigné la méthode pour s'en servir. Et donc, il dit, au fond, il y a une unité qui se dégage dans les conflits, qu'on imaginait que c'était régional, et en réalité, il y a des épines dorsales qui commencent à apparaître et qui montrent qu'il y a une unité. Est-ce qu'il est imaginable, comme facteur d'explication de l'extrême rapidité de l'opération en Syrie et au fond, de la passivité de la Russie, est-ce qu'il est imaginable qu'il y ait un grand deal qu'on ne connaît pas encore, qui consiste à dire eh bien, comme Zelensky fait chier, entre guillemets, si vous me permettez d'être vulgaire, et comme Zelensky fait de la résistance,
Trump lâche Zelensky et laisse la Russie faire ce qu'elle veut en Ukraine, d'où les craintes en Roumanie de voir un président pro-russe arriver parce que ça déborderait de cette espèce de nouveau Yalta qui se met en place. Et en échange, la Russie ne fait pas obstacle à une recomposition du Proche-Orient favorable à Israël. Est-ce qu'on peut imaginer que Trump a passé ce deal? Mais ça en parle. Pepe Escobar en a parlé sur son compte Telegram en disant qu'il avait une source à Washington qu'il considère comme fiable, qui lui avait parlé d'un deal de ce type. Lui, il finit par un point d'interrogation en disant « ma source est fiable, mais attendons de voir ». Personnellement, je suis un peu sceptique. D'abord parce que je ne suis pas sûr que les Américains puissent abandonner si vite l'Ukraine. C'est quand même compliqué de dire on laisse les Russes faire ce qu'ils veulent. Premièrement. Et deuxièmement... Dans certaines limites. Bien sûr. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr que les Russes puissent abandonner ce qu'ils ont acquis, par exemple leur base militaire en Syrie. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et puis, il y a un certain nombre de citoyens israéliens qui sont des juifs russophones. Je ne pense pas que Poutine puisse se désintéresser complètement de ce qui se passe. Donc, même si des gens sérieux avancent cette thèse, j'affirme mon scepticisme. Mais là encore, on va pouvoir débattre avec Thierry Messant. Puis dans les jours qui viennent, moi je donnerai un certain nombre d'éléments de lecture qui sont vraiment passionnants. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites en source ouverte, de même que Trump discute avec Poutine par X interposé. En tout cas, il imagine que Poutine le lit tous les jours sur X. On peut imaginer qu'il y a un agent du ministère des Affaires étrangères russe qui le fait pour lui. Et de même, on a aujourd'hui, c'est ça qu'il faut bien comprendre, il y a énormément de sources ouvertes. Et il ne faut pas aller forcément sur les sites OSINT, sur les adresses OSINT, qui est l'intelligence ouverte, qui, à mon avis, souvent spécule. Mais prenez le temps, lisez sur Internet, allez regarder la presse asiatique, allez regarder en langue anglaise, vous allez voir, il y a énormément de choses qu'on sait. Et il y a beaucoup de très bons comptes Telegram aussi. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que tous les gens qui connaissent bien le Proche-Orient ont dit on a été bluffé par ce qui s'est passé. On ne s'y attendait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils les rebelles ont pu avancer sans résistance militaire, qui les aurait retardés. Est-ce que, pour rester sur cette question d'un grand deal, est-ce qu'on peut imaginer une situation alternative où, dans le magma, et là encore pour démonter la théorie de tout est écrit à l'avance, ils savent, tout est sous contrôle, tout est calculé, etc. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait dans chaque camp, en Russie comme aux États-Unis, puisque nous, on n'existe plus, est-ce qu'il est possible qu'il y ait dans chaque camp des faucons et des colombes, et que certains préconisent une espèce de grand arrangement, disant, on fait, l'un prend l'Ukraine, l'autre la Syrie, et que d'autres s'y opposent en disant mais c'est plus compliqué que ça, on n'est pas d'accord. Et est-ce qu'au fond, on n'est pas dans ce mouvement où les civilisations basculent, où les guerres peuvent apparaître d'ailleurs, parce que plus personne ne sait très bien ce qu'il faut faire, et il y a des ajustements, des conflits, des oppositions, et au fond, c'est une hypothèse parmi d'autres agitées par les décideurs. Alors, on n'a pas parlé de la Chine du tout. Moi, je suis frappé de voir, quand on regarde la géographie de la Syrie, il y a une menace pour les routes de la soie. Si il y avait un gouvernement pro-occidental qui s'installait durablement en Syrie, il y a un certain nombre de problèmes de sécurité qui se poseraient. Et les Américains auraient un moyen d'entraver une partie des routes de la soie, leur point d'aboutissement vers la Méditerranée. On a dit aussi qu'il y avait la question de la liaison entre le Qatar et la côte méditerranéenne, et que la Syrie était clé pour ça, etc., etc. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, j'insiste sur le fait que les événements dépassent le plus souvent les acteurs, et que contrairement à ce que pensent un certain nombre de gens sympathiques mais complotistes, si un complot avait dû marcher depuis le début de l'histoire, ça se saurait.
au sens où s'il y avait des gens suffisamment intelligents pour maîtriser ce qui va se passer, l'histoire se serait arrêtée très vite. Et le propre de l'histoire, c'est qu'elle redémarre. Moi, je suis incapable de dire aujourd'hui si les routes du Hezbollah sont définitivement compromises, si au contraire le Hezbollah va trouver d'autres moyens de s'approvisionner. Je suis incapable de dire aujourd'hui si la situation des Palestiniens va encore s'aggraver ou au contraire, est-ce qu'elle va être soulagée parce que tout le monde sera occupé du côté syrien. Je crois que c'est très difficile, même si on tend à penser quelque chose, mais c'est très difficile de l'affirmer. Oui, mais alors cela dit, pour avoir... je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais tu comprends ta position, qui est aussi la mienne, qui est il y a un conflit des volontés. Pour aller vite, elle est fatigante parce qu'elle oblige les gens à réfléchir, à se poser des questions, à ne pas savoir. Et beaucoup de gens sont avachis, ils ont envie de vivre dans la certitude et dans des certitudes simples à comprendre. Voilà. Et là, c'est devenu trop compliqué, trop instable. Alors qu'allons-nous devenir? Et donc, c'est évidemment plus simple de dire que l'histoire se résume à un combat du bien contre le mal, de Dieu contre Satan. Et on le redit souvent, il ne manque pas de gens pour faire croire que Satan est à l'œuvre derrière telle ou telle volonté. Mais je suis d'accord avec toi, pour l'instant, on ne sait pas. Oui. S'il y a une conclusion à tirer de tout ce qui se passe, c'est qu'il est temps de réarmer la France et de retrouver une pensée stratégique propre, parce que ce qu'on voit, on n'a pas parlé des BRICS par exemple, il y a quand même un risque sur les BRICS avec ce qui se passe. Quelle va être l'attitude de l'Arabie Saoudite? Quelle va être l'attitude de l'Iran? Et puis, est-ce que des gens qui se rapprochaient de la Russie vont pas dire « Ouh là là, mais on est le copain de la Russie », puis finalement, ils nous laissent tomber comme la Syrie? Questions qui peuvent se poser. Hein. Donc, moi, si j'avais une seule leçon à tirer de ce qui se passe actuellement, c'est, alors évidemment, ça veut dire se débarrasser des ganaches actuelles, mais c'est revenons à une pensée propre, une pensée stratégique propre, avec des moyens de défense propres et avec nos intérêts à nous. Alors, on remarquera quand même que les questions stratégiques n'occupent aucun aspect du débat de politique intérieure aujourd'hui. À droite, par exemple, il n'y en a pas un. Ils parlent juste la France, à part dire qu'il faut taper sur les musulmans. Il n'y a aucune vision stratégique à droite. Moi, je pense que ce qui se passe au Liban et ce qui se passe en Syrie est largement dû au fait que depuis 50 ans, les présidents successifs ont tous lâché des positions de la France au Proche-Orient. Ah, c'est sûr que la Syrie, on l'a laissé tomber comme une vieille chaussette. Ça a commencé avec Pompidou, si j'ai une minute pour développer. Pompidou qui laisse les Américains faire le pétrodollar avec les Saoudiens et les pays du Golfe. Ensuite, Giscard abandonne le Liban. Mitterrand continue l'abandon du Liban et nous rapproche indûment d'Israël, alors qu'on avait une position équilibrée jusque-là. Ensuite, Chirac, on est gentil avec lui, mais enfin, une fois que les Américains avaient gagné en Irak, on l'a plus beaucoup entendu. Après ça, on a Sarkozy qui nous fait rentrer dans l'OTAN et qui détruit la Libye. Après ça, on a l'inénarrable Hollande, qui d'ailleurs hier se réjouissait de la chute d'Assad, il a l'impression que c'est grâce à lui, mais enfin, il a quand même beaucoup contribué à affaiblir la Syrie. Je ne défends pas les régimes d'Assad père et fils, je dis simplement, c'était un État où il y avait une coexistence religieuse, des religions, des confessions, et puis par ailleurs, du point de vue des intérêts français, on pourrait peut-être dire, ne les détruisez pas de la manière dont vous voulez le faire. Et puis bon, Macron qui finit en disant à Netanyahou qu'il n'a pas de souci à se faire sur la CPI, que le mandat ne sera pas appliqué s'il vient en France, voilà, on a tout abandonné, il faut dire les choses. Et si le Liban aujourd'hui est dans l'état où il est, c'est entre autres parce que les présidents français successifs ont abandonné. On en reparlera très prochainement, Édouard, mais je voudrais quand même signaler à nos auditeurs que, par ailleurs, jeudi, la Banque Centrale Européenne doit trancher sur les taux d'intérêt. Alors ça paraît minuscule, pas du tout. C'est que ce sera une décision fondamentale sur la croissance, notamment en France. On y reviendra, on expliquera pourquoi. On vous fera des vidéos patrimoine parce qu'en réalité, tout le monde s'attend à ce que l'arrivée de Trump, parce qu'en réalité, tout ce dont on discute est lié aussi au choc que l'arrivée de Trump provoque sur les relations internationales. Et le protectionnisme est en train de renforcer le dollar, est en train de faire baisser. Le protectionnisme annoncé de Trump est en train de renforcer le dollar, de faire baisser l'euro, et tout le monde s'attend à ce qu'on revienne à une situation qui va être extrêmement dure pour refinancer de la croissance.
et qui va être négative pour les patrimoines. On vous en parlera, on suivra ça. Et en réalité, c'est très lié parce que le pompon, qui ne nous est pas encore arrivé, c'est une grande crise économique en Europe et qui nous pend au nez, avec une France sans budget. Et on y reviendra. Voilà. On se retrouve mercredi avec Thierry Messant et Édouard. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé à trois. On va le refaire. Et puis on se retrouve lundi prochain, de toute façon, pour le prochain Chaos Global. À très vite, mes amis.